Bonjour à tous. Je vais vous présenter ce chapitre 8, les tableaux flux de trésorerie, mais avant je vais faire un petit point de cours. Alors il faut savoir qu'avec la réforme du plan comptable général organisée par l'ANC en 2022, en fait, le nouveau règlement demande de présenter pour chaque entreprise un tableau de financement. Alors ce tableau de financement peut se présenter de deux manières différentes. Soit se présenter sous la forme du tableau emploi-ressources qu'on a déjà vu lors du chapitre 6. Voilà, donc tableau de financement établi sous la forme d'un tableau emploi-ressources. Le but principal quand même de ce tableau, c'est de montrer la variation du fonds de roulement. Variation qu'on peut montrer par le haut, mais également dans ce dossier, on a vu qu'on pouvait aussi le voir par le bas avec les notions de besoin et de dégagement. Toutefois, l'ANC précise qu'on peut aujourd'hui aussi présenter un tableau de financement avec un tableau de trésorerie. C'est pour moi pas l'idéal parce qu'un tableau de trésorerie, c'est forcément centré sur la trésorerie. Le but en fait des tableaux de financement, c'est de montrer comment une entreprise se finance. Donc c'est vrai qu'avec le chapitre 6, les colonnes emploi, ressources, c'est très clair. On sait d'où vient l'argent, de la CAF, des emprunts, augmentation de capital, où l'argent part, dans les dividendes, dans des acquisitions d'IMO, dans des remboursements d'emprunts. Donc, mais à la fin, on obtient quand même la variation du BFR. On n'explique pas forcément comment la trésorerie a évolué. Dans ce chapitre 8, on va voir qu'il existe des tableaux de plusieurs catégories qui permettent justement de résoudre ce problème et de savoir comment la trésorerie a pu évoluer d'un exercice à un autre. Alors, ces tableaux sont bien plus précis que certaines notions qu'on a déjà abordées, comme le compte 512. C'est pas en regardant votre compte 512 que vous allez savoir d'où vient l'argent au début de l'exercice et ce que vous en avez fait au cours de l'exercice. Vous aurez simplement ce qu'on avait au début, ce qu'on avait à la fin, mais pas ce qui s'est passé entre deux. Pareil, je vais aller assez vite. Le BE, c'est vrai que ça indique la trésorerie de l'entreprise, mais une trésorerie potentielle est seulement liée à l'exploitation. Pareil pour la CAF. Le TE, ou le flux de trésorerie généré par l'activité, c'est des éléments qui parlent de trésorerie. Alors si je prends le TE, c'est vrai que c'est un flux réel de trésorerie lié à l'exploitation, mais le problème c'est qu'il ne prend en charge que l'exploitation. Si on prend le flux généré par l'activité, ça prend en fait tout ce que l'entreprise a apporté en trésorerie grâce à son activité. Si elle vend des petits pains au chocolat, grâce à la vente de petits pains au chocolat. Mais en revanche, ça ne parle pas de tout ce qui est investissement ni financement. Donc ça se limite simplement à l'activité pure, je dirais, de l'entreprise, sans prendre le financement, sans prendre l'investissement. Voilà. Donc il y a d'autres méthodes qui permettent de calculer la façon de trésorerie, mais l'idéal, c'est quand même de réaliser un tableau de flux de trésorerie. Bon, l'intérêt, ça, je vous laisse lire. Un tableau de flux de trésorerie va toujours se décomposer en trois parties. Le flux de trésorerie généré par l'activité. On a créé une entreprise du bâtiment. Les constructions que j'ai pu faire, les réparations que j'ai pu faire chez mes clients, ça va me rapporter de la trésorerie, moins toutes les factures que j'ai eu moi-même à payer. Mais aussi, les investissements vont générer de la trésorerie. Si je vends des IMO, ça va me rapporter de la trésorerie. Ou alors me faire perdre de la trésorerie si je vends des IMO. De même, tout ce qui va être financement, que ce soit réaliser un nouvel emprunt, émettre des actions, avoir une subvention ou rembourser un emprunt, toutes ces opérations-là vont aussi jouer sur notre trésorerie. Donc on voit bien que la trésorerie, quand on l'analyse avec des tableaux de trésorerie, va se découper en trois grandes parties. Alors, pour compléter en fait ces tableaux de trésorerie, il y a deux méthodes. Il y a ce qu'on appelle la méthode directe, ça veut dire qu'on va reprendre le compte de résultat, et puis aussi le bilan, mais d'abord le compte de résultat, et on va lister toutes les opérations qui engendrent une entrée ou une sortie de trésorerie. C'est une méthode qui est quand même plus logique, mais vous verrez que c'est la méthode la plus compliquée. Et après, il y a des méthodes indirectes. On va partir du résultat, soit du résultat net, soit du résultat d'exploitation. On va essayer de remonter, un petit peu comme quand on fait la CAF, et de retrouver toutes les opérations qui ont généré ou pas de la trésorerie. Bon, les obligations, tout ça, je vous laisserai lire, c'est pas très compliqué. Donc à quoi sert ce tableau? Forcément, c'est un éclairage sur le risque de défaillance, mais en plus de ça, ça permet de savoir comment la trésorerie, on l'a créée au cours de l'exercice. On est parti par exemple de 20 000 euros de trésorerie dans le compte 512 au début de l'année, et à la fin de l'année, nos disponibilités sont passées à 800 000 euros. Comment ça se fait qu'il y ait une telle augmentation? Si on a simplement deux chiffres, on ne peut pas l'expliquer. On a un écart, c'est tout.
Alors que le tableau qu'on va compléter va permettre de savoir d'où vient cette trésorerie. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs tableaux pour réaliser un tableau flux de trésorerie, plusieurs modèles, et qu'avant 2019, en fait, à l'examen, on a imposé souvent ces deux modèles-là, voire des fois ce modèle-ci, qui est beaucoup plus compliqué. Avec la réforme, tout ça, ça a été simplifié, et en fait, maintenant, on vous impose pas forcément un tableau, on peut vous donner un tableau qui est totalement vierge, totalement blanc, comme vous aurez au DS, comme c'est tombé à l'examen il y a 2 ans, et c'est à vous de choisir ce que vous allez mettre dans votre tableau pour connaître la variation de trésorerie. On est assez libre. Donc souvent, c'est un peu pénible pour corriger parce qu'il y a plusieurs solutions. Après, il existe des tableaux déjà conçus. Voilà, que vous avez ici hein, à la page 5. Deux tableaux qui existent que l'ANC a créés, pour des tableaux de flux de trésorerie. Donc le premier part du résultat d'exploitation, le deuxième du résultat net. On va faire quelques retraitements et à la fin, on retrouvera exactement le même flux de trésorerie généré par l'activité, quelle que soit la méthode que vous utilisez, avec la méthode de l'ANC, que l'on parte du flux d'activité, pardon, du résultat d'exploitation ou du résultat net, à la fin, avec nos retraitements, on retrouvera la même chose. Ensuite, on calculera les flux liés aux investissements et les flux liés au financement. Et à la fin, on doit retrouver une variation de trésorerie des deux côtés. Alors, ce que je peux également vous dire, c'est que faites très attention, quand on prend les méthodes de l'ANC, il faut toujours travailler avec des valeurs nettes. Vous verrez qu'on va devoir calculer des variations de BFR. Il faut calculer cette variation de BFR en valeur nette. Alors après, vous verrez, il y a plein d'explications pour compléter les tableaux. En cours, je crois qu'on n'a quasiment jamais regardé les explications. Pour moi, c'est facile. Si vous savez faire les tableaux de financement par emploi ressources, vous savez compléter ce type de tableau. Voilà, alors il y avait une première application qu'on a réalisée en cours. C'est un sujet d'examen. Donc c'est la société Agrométal. Et on vous demande de compléter à partir forcément de son bilan, du compte de résultat, des annexes, de compléter forcément un tableau de flux de trésorerie que nous trouvons ici, à partir du résultat net. Alors ce tableau-là est un tableau qu'on va appeler normé, parce qu'on vous l'impose, il y a des règles, il faut respecter ce qu'on a écrit à l'intérieur. On ne peut pas faire, tout effacer et faire comme on a envie, il faut respecter la norme. Et c'est une méthode indirecte, tout simplement parce que dans cette méthode-là, on part du résultat net. Ce ne sont pas mes tableaux préférés quand c'est des tableaux normés comme ceci, parce que quand on part avec le modèle donc de l'ANC repris par l'OEC, il nous demande de calculer en fait indirectement pour cette première méthode la CAF. Alors ça s'appelle pas la CAF, ça s'appelle la marge brute d'autofinancement, mais c'est presque la même chose. Alors je dis bien presque, parce qu'en fait c'est exactement, on reprend les dotations, les reprises, mais on ne prend pas tout ce qui concerne, il y a un petit renvoi, l'actif circulant. Donc ce qui va être sur les VMP, les créances et les stocks, il ne faut pas le mettre dedans. C'est la seule différence avec la CAF. Après, on va retrouver les cessions, donc les plus-values de cession et puis les VNC. Donc là, ils ont simplement fait la différence. Autrement, c'est bien le compte plus le compte 657 et moins le compte 757. Et on retrouve les codes-parts. Donc en gros, on calcule la CAF. Sauf qu'on ne prendra pas, alors si je regarde mon compte de résultat, c'est bien, il est juste au-dessus. On ne prendra pas ici, par exemple, les dotations sur actifs circulants. Il ne faut pas en tenir compte. D'accord? En regardant la correction, on commence par le résultat net. On ne se fatigue pas, vous allez le chercher au passif du bilan ou alors tout en bas du compte de résultat. C'est de la recopie. Ensuite, on va additionner les dotations et on va retirer tout ce qui va être reprise. Alors attention, ici on ne prend pas, je l'ai déjà dit, tout ce qui va être sur l'actif circulant. Donc c'est bien ce que j'ai fait, j'ai additionné les différentes dotations, sauf celles sur actifs circulants, j'ai additionné les dotations financières, j'ai additionné les dotations qui pourraient être dans l'exceptionnel, j'ai retiré toutes les reprises qu'il pourrait y avoir dans le financier et dans éventuellement l'exceptionnel. Dans ce qui est des reprises, alors je vais revenir au-dessus, des reprises sur amortissement, des fois les pièges ils sont ici. Ici je vois reprise sur amortissement, dépréciation et provisions, j'en ai pour 1300. Alors je me dis ça correspond à quoi? C'est des reprises sur amortissement, je dois en tenir compte. Par contre, c'est dépréciation de stock ou de créance, je ne prends pas. Des provisions, je dois prendre. Donc il faut faire le tri entre ce qui est là-dedans pour savoir si je le prends ou pas. Donc quand c'est comme ça, vous regardez dans les annexes, ça devait être avant.
Dans les annexes, je vais essayer de retrouver le 1300, ben, ça tombe bien, il est juste ici. Et ça concerne en fait les stocks. Donc les stocks, c'est bien de l'actif circulant, donc je ne dois pas en tenir compte dans mon calcul. Ensuite, les plus-values de cession. Alors les plus-values de cession, c'est la différence entre les produits de cession que l'on trouve ici, les 3200, et les valeurs comptables des IMO à corporel et corporel CD que l'on trouve ici. Attention au piège. On pourrait aussi ajouter éventuellement dans tout ce qui est financier, parce que c'est un calcul de la CAF, hein. Faites attention aussi pour le DS, des produits de cession d'IMO financières et aussi des valeurs comptables des IMO financières CD. Rappelez-vous du calcul de la CAF, des fois ça peut rentrer en compte aussi, ces deux choses-là. Ensuite, il me restera les codes-parts de subvention virés au résultat. Alors, les codes-parts de subvention, on va les retrouver. Alors, les codes-parts, on les a dans les produits. Subvention, on en a pour 2000. Et la cote-part, ça va être marqué en bas. La cote-part est de 1000. Maintenant, je regarde le corrigé. Donc ça, on l'avait déjà fait au niveau des dotations. Ensuite, pour la plus-value, c'est bien ce que j'ai fait. Et j'ai bien indiqué que je pourrais prendre éventuellement les produits de cession et les valeurs comptables des IMO financières CD. Faites attention à ça. Et la cote-part de subvention. Ainsi, je peux commencer à compléter mon tableau. Voilà. Je retrouve le résultat net. Ici, je rajoute les dotations. Moi, les plus-values de cession. Moi, les codes-parts. Ça donne la marge brute d'autofinancement. Afin de continuer à remplir le tableau de flux de trésorerie, par la méthode indirecte, celle qui part du résultat net, il faut également calculer la variation du BFR liée à l'activité. Alors quand on parle de l'activité, en fait ça correspond à tout ce que fait l'entreprise, mais on va retirer toutes les opérations liées à l'investissement, ça veut dire les créances et les dettes sur IMO, mais aussi les opérations liées au financement, c'est-à-dire le capital appelé et non versé, qui se trouve en bas de bilan. Tout le reste, on va le prendre. Et en valeur nette. Donc je suis parti dans mes dans le bilan en fait, dans les deux bilans qu'on nous a donnés, j'ai recopié ici tous les éléments qui pouvaient correspondre à du BFR, donc les stocks de matière, de produits finis, les avancées à compte, les clients, ainsi de suite, les ECA parce que dans l'énoncé c'est marqué que ça concerne les créances clients. J'ai fait pareil pour les fournisseurs. Ne surtout pas oublier les intérêts courus. On va aboutir ici à une variation du BFR de 18 423. Alors, je regarde et je me dis que vous voyez ici, entre N-1 et N, le BFR lié à l'activité a grandi. Il a augmenté de 18 423. Donc forcément, c'est plutôt négatif qu'un BFR augmente. Donc quand je le reporterai dans mon tableau, je vais le mettre en moins. Donc on est ici, vous voyez, je le mets bien en moins. Ce qui me donne un flux net de trésorerie généré par l'activité, donc par toute l'activité de l'entreprise, que ce soit l'exploitation, mais également toutes les choses autres qui auraient pu rapporter de l'argent, mais hors financement et hors investissement. On est pour 8703. Donc c'est plutôt positif, l'entreprise génère de la trésorerie grâce à son activité. On va maintenant s'intéresser à la partie investissement. Alors là, je commence par les IMO et le problème, enfin c'est le but, c'est les IMO justement. Le problème, c'est quand je regarde mon bilan, je n'ai que N en brut, amortissement et net, et N-1 en net. Or, pour comparer si j'ai acquis ou si j'ai cédé des IMO, il me faudrait les deux colonnes brutes. Quand on a les deux colonnes brutes, on peut faire des petits tableaux pour voir ce qu'on a au départ, ce qu'on a à la fin, si on a acheté entre deux, si on a vendu. Encore qu'il faut des informations annexes pour pouvoir le faire. Ici, on n'a pas tout ça. En revanche, on dispose d'un tableau des immobilisations qu'on est ici. Donc on sait très bien ce que l'on va acheter, ce que l'on va vendre comme immobilisation. Alors attention, petit piège. Si je prends par exemple la première ligne qui est acquisition d'IMO, je vais prendre le total de mes acquisitions d'IMO ici, 71 700. Et dans ce montant, je vais retirer comme à chaque fois les IMO corporels en cours, parce que c'est des dépenses que j'ai déjà réalisées l'année passée, et je vais retirer les avances et à compte. Donc 6 000. Ce qui va nous faire un montant de 65 700. Vous verrez sur le corrigé. Ensuite, pour les produits de cession, la ligne en dessous, alors les produits de cession, on les retrouve dans le compte de résultat, qui est
qui est pas là, le compte de résultat qui est ici. Les produits de cession, on les a ici. Produits de cession d'IMO incorporels pour 3200. Éventuellement, attention au piège, on pourrait rajouter tout ce qui est du financier et prendre les produits de cession d'IMO financière, ici. En ce qui concerne les réductions d'IMO financières, il faut prendre le tableau, regarder la colonne diminution, et c'est toujours les prêts et autres titres, enfin et autres IMO financières qu'on a ici, colonne diminution, il y en avait pour 950. Concernant la partie investissement, il reste encore une ligne à compléter, la variation des créances et des dettes sur immobilisation. Alors, selon les tableaux présentés, parfois ça s'appelle également la variation du BFR liée à l'investissement. Donc, c'est la même chose. Ça prend en compte deux choses. Ça prend en compte les créances sur cession d'IMO et les dettes fournisseurs d'IMO. Alors, les créances, vous les trouvez généralement dans les créances diverses. Là, apparemment, il n'y en a pas. Ou alors, vous les trouvez pour le passif dans les dettes sur fournisseurs d'IMO. Ici, on en avait. Alors, je vais vous montrer le corrigé. Donc, voilà. Donc, on retrouve bien des créances, il n'y en a pas. Les dettes fournisseurs, il y en avait. On voit que ça a varié. Alors, comment j'analyse ça? Moi, je me dis, voilà. En N-1, on avait 4800 de dettes fournisseurs d'IMO. On est passé à 6500. Les dettes augmentent. C'est plutôt positif. Donc, quand je vais venir l'ajouter dans mon tableau de flux de trésorerie à la partie investissement, bah, pour moi, c'est un signe plus qu'il faudra mettre. Je vous montre le corrigé sur cette partie-là. Voilà, on retrouve bien les acquisitions. Et ici, j'ai mis le signe plus. Donc, vous additionnez toute cette partie-là et vous allez trouver votre flux de trésorerie lié aux opérations d'investissement. Un flux qui est négatif, hein, c'est logique. L'entreprise, elle a beaucoup investi. Au final, elle a peu récupéré d'argent sur les cessions. Et bon, il y a une histoire de fournisseurs qu'elle n'a pas forcément payé, mais ça, c'est pas gênant, parce que c'est de l'argent en plus, vu qu'on ne les a pas encore payés. Donc, on a un gros investissement et on constate déjà qu'en fait, l'activité n'a pas permis de subvenir aux tous les besoins qu'on avait par rapport à l'investissement. Donc, il nous reste une catégorie à calculer. Maintenant, c'est le flux de trésorerie lié au financement, ici. Dans cette partie liée au financement, tout d'abord, je vais m'intéresser aux dividendes versés par les actionnaires. Ici, il n'y en avait pas. De toute façon, le résultat N-1 était négatif, donc on n'a pas à faire la répartition du résultat N-1. Il n'y a pas de dividende ici à verser. Ensuite, au niveau de l'augmentation de capital, donc on est vraiment dans des flux liés au financement, donc on s'est financé ici en augmentant le capital. Le capital a effectivement augmenté. Si je regarde la première ligne de mon bilan, du passif de mon bilan, je vois bien que le capital social est passé de 50 000 à 80 000, donc une augmentation de 30 000. À cela, je dois toujours ajouter la variation des primes d'émission. Les primes d'émission ont augmenté de 3 000. Et ensuite, je dois regarder s'il n'y a pas du capital qui aurait été appelé et non versé. Donc c'est l'actif de mon bilan tout en haut. Donc du capital qu'on aurait besoin, mais que pour l'instant on ne demande pas aux actionnaires de l'apporter, donc il est en attente. Donc ce n'est pas de l'argent qui arrive, donc éventuellement je devrais le retirer. Ici apparemment, il n'y en avait pas. On vérifiera après. Je peux aussi, ici dans cette situation-là, retirer, parce qu'on est en train de travailler dans le financement, donc on peut retirer aussi le capital appelé non versé. Cette fois-ci, c'est du bas de bilan. Quand on faisait les tableaux de financement, généralement cette partie-là, on ne la traitait pas parce qu'en fait c'était du bas de bilan. Et dans le haut du bilan, quand on faisait le capital, ça n'avait pas d'impact. Ici, je peux le retirer. Donc je vais retirer 5000. Si on regarde le bilan, je vois bien qu'au passif, on retrouve le capital qui a augmenté de 30 000. La variation des primes d'émission, on passe de 0 à plus 3 000, donc ça a bien augmenté de 3 000. Je me dis, est-ce que mes réserves statutaires ou d'autres réserves sont montées au capital? Ben non, parce qu'il n'y en avait pas, donc ça ne peut pas être de l'argent qui vient des réserves. En revanche, je regarde à l'actif, et à l'actif, je peux constater que le capital souscrit non appelé, il n'y en avait pas. Donc je n'ai pas à le déduire. En revanche, je peux déduire le capital souscrit appelé non versé, 5 000. Je continue avec les autres capitaux propres, c'est toujours les subventions d'investissement. On en avait pour 5 000.
Alors comment je les trouve? Je me dis voilà, au bilan d'ouverture N-1 j'avais 5000, au bilan de clôture j'avais 9000, je regarde le compte de résultat, j'ai une quote-part de subvention virée de 1000, donc ce que j'ai au départ, plus l'augmentation, moins la quote-part, c'est ce que j'ai à la fin, donc ici je dois avoir 9000 à la fin. Je résous la petite équation, on trouve 5000. Au niveau des emprunts, il faut que je trouve l'émission et le remboursement. On est toujours dans la partie liée au financement, donc je peux me financer par emprunt, mais je dois aussi rembourser les emprunts. Je fais le tableau classique avec ce que j'ai au départ, ce que j'ai à la fin comme emprunt. Je retire les concours bancaires parce que ça va rentrer dans la trésorerie qu'on calculera tout à l'heure. Les intérêts courus que je retire également parce que ça va rentrer dans la variation du BFR, soit lié à l'activité, soit le BFR hors exploitation. Donc je le retire également. Ça me fait des emprunts, on va dire en net, de 47 103 au départ et à la fin de 56 395. Dans l'énoncé, c'est marqué qu'on a augmenté nos emprunts, qu'on a souscrit un nouvel emprunt de 25 000. Donc par déduction, par différence, je vais trouver en fait qu'on a remboursé un emprunt de 15 608. Si je regarde mon tableau de flux de trésorerie, ça donne ceci. Ensuite, je vais retrouver ma trésorerie d'ouverture et ma trésorerie de clôture. Alors, trésorerie d'ouverture, ça va être assez simple. Il faut prendre la trésorerie de N-1. Donc, en N-1, j'avais 3100 de disponibilité. Ici, on me dit que les VMP sont facilement négociables, donc je vais ajouter les VMP de 2655. Je fais pareil pour N, à la petite différence près que j'avais des concours bancaires qu'il faut retirer, ce qui nous fait une trésorerie nette. Ici pour N de moins 3000 et en N-1 de 5755, on voit bien qu'entre N-1 et N, la trésorerie elle a chuté de moins 8755, que je viens mettre ici. On peut donc constater qu'entre l'ouverture et la clôture, la trésorerie elle a baissé. Je peux le vérifier également en additionnant la trésorerie liée à l'activité, la trésorerie liée à l'investissement et la trésorerie liée au financement. Ce que nous venons de réaliser à partir du résultat net comme tableau de flux de trésorerie, il y a une autre méthode, un autre modèle qui s'appelle le tableau de flux de trésorerie calculé à partir du résultat d'exploitation. Encore une fois, c'est une méthode indirecte puisqu'on va partir d'un résultat, le corriger pour aboutir au flux de trésorerie généré par l'activité. Cette fois-ci, on part par le résultat d'exploitation, donc on va le modifier pour aboutir à ce qu'on appelle un résultat brut d'exploitation. Ça veut dire qu'on va rajouter, comme on a fait tout à l'heure avec le résultat net, les dotations. Mais attention ici, on ne prendra que les dotations relatives à l'exploitation, pas tout ce qui est financier ou exceptionnel. On reprend les plus-values, ça ne change pas, et on reprend la quote-part. Pareil, quand je dis qu'on prend les dotations, il faudra aussi retirer les reprises, comme tout à l'heure en fait, ça ne change pas. Ensuite, on retrouvera donc le résultat brut d'exploitation. On va le modifier par rapport à la variation du BFR liée à l'exploitation. Donc là, on va refaire un tableau comme on a fait tout à l'heure, en valeur nette, mais uniquement constitué, c'est ici, uniquement constitué des opérations d'exploitation. Donc dedans, je ne prendrai pas, par exemple, les intérêts courus, parce que c'est du hors exploitation, et les autres dettes, parce que dans l'énoncé, c'était signalé que c'était du hors exploitation. Autrement, c'est exactement le même tableau. J'en fais la variation, et j'aurai la variation du BFR liée aux opérations d'exploitation. Ici, on voit bien qu'entre N-1 et N, le BFR augmente. Donc au niveau de la trésorerie, ce n'est pas bon. Quand on va reporter notre tableau, il faudra mettre un signe négatif. Donc 32 000 moins 19 000, ça fait bien 13 000. On a presque terminé, sauf qu'on doit retrouver ici le même montant que le premier tableau qu'on a réalisé tout à l'heure. Tout à l'heure, on l'a eu directement parce qu'on avait tout pris, c'est-à-dire tout ce qui était financier exceptionnel. Et on avait pris aussi dans la variation du BFR les activités, tout ce qui était hors exploitation également. Or ici, on a séparé. Donc, il va falloir que je vienne rajouter dans mon tableau toutes les autres opérations qui pourraient rapporter de la trésorerie ou en faire sortir, mais qui ne sont pas de l'investissement et qui ne sont pas du financement. Donc ici, on aura les charges financières, les produits financiers, tout ce qui est décaissé ou encaissé, l'impôt sur les sociétés, on aura les charges exceptionnelles, les produits exceptionnels qui font sortir ou rentrer de la trésorerie. Alors, je précise qu'il y a un tout petit piège. Certains vont peut-être trouver ici 792, or c'est 802. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait,
Dans cette partie des produits financiers, on va prendre les participations, c'est logique, on perçoit des dividendes, c'est bien de la trésorerie qui va rentrer. Les intérêts qu'on va recevoir, c'est pas à prendre en compte. Par contre, logiquement, on ne prend pas les reprises puisque c'est un élément qui est calculé. Exceptionnellement, ici, on va les prendre tout simplement parce que nos VMP, qu'on a mis tout à l'heure, donc ici les VMP, on les met dans la trésorerie. Or, ces VMP, vous regarderez l'énoncé, elles sont en valeur nette. Et il y a eu une légère reprise ou dépréciation, je ne sais plus, par rapport à elles. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est comme si on dépréciait un billet de banque, ce qui n'est pas très crédible. Donc, exceptionnellement, quand vos VMP, on les additionne à la trésorerie et qu'on les met en net, on doit prendre en compte, je reviens dessus, on doit prendre en compte les reprises sur dépréciation et provision. C'est très, très, très exceptionnel. Voilà. Ensuite, il restera à retirer donc l'impôt, les autres charges exceptionnelles, les produits, y rajouter les produits exceptionnels. Et forcément, ce qui reste comme BFR, mais cette fois-ci, ce sera le BFR lié à l'activité, ce qui va venir en complément du BFR lié à l'exploitation. Le reste du tableau est totalement inchangé par rapport à l'autre version. Pour établir le tableau de flux de trésorerie, on vient de le voir, il existe déjà deux méthodes. Deux méthodes que l'on va appeler normées, parce que c'est l'OEC qui a adapté le règlement de l'ANC pour produire deux tableaux. Il existe aussi des méthodes qu'on appelle libres, où là vous avez un tableau totalement vide, et à vous de choisir la méthode que vous voulez. Alors moi, je demande souvent d'utiliser une méthode qui est, je trouve, la plus simple, c'est celle qui part de la CAF. Donc ici, on va calculer la CAF, comme on fait habituellement, il n'y a pas de changement, la CAF, on va la mettre ici, et on va retirer la variation du besoin en fonds de roulement. Alors c'est celui généré par l'activité, ça veut dire que vous allez tout prendre dedans. Attention, hein, je vais quand même tempérer ce que je viens d'annoncer. On prend tout en compte, sauf les éléments habituels, c'est-à-dire les opérations liées à l'investissement, c'est-à-dire les créances sur cession d'IMO qui se trouvent à l'actif au niveau des créances diverses ou alors dans les autres créances, et au niveau du passif, dans le bas du passif, les dettes fournisseurs d'IMO, parce que ces deux éléments correspondent à de l'investissement. C'est pareil, je ne prendrai pas en compte dans mon calcul de la variation du besoin en fonds de roulement lié à l'activité, je ne prendrai pas non plus en compte les opérations de financement, c'est-à-dire le capital appelé non versé qui se trouve en bas de l'actif de mon bilan. Donc ainsi, je calculerai une variation du BFR liée à l'activité et je vais retrouver mon flux de trésorerie généré par l'activité. Si je vous montre le corrigé, ah oui, petite précision, pendant que je fais dérouler, petite précision, ces éléments sont à prendre en valeur brute. Je le répète, bien penser à prendre ces éléments en valeur brute. Alors, le corrigé. Le voici. Donc, calculer la variation du BFR. Donc, je vais tout prendre en compte. Sauf que dedans, vous ne trouverez pas les créances, les dettes sur IMO et le capital appelé et non versé. Et attention, je suis bien en valeur brute. Je le répète parce que c'est très important. Avec les deux méthodes de l'OEC, les deux modèles qu'on a vus précédemment, c'est en valeur nette. Ici, il faudra bien penser à prendre en valeur brute. Voilà, donc ça donne ceci. Donc la CAF. Bon, je ne sais pas si j'ai fait le détail du calcul de la CAF. Si, il est ici. Il n'y a rien d'exceptionnel. Voilà, la variation du BFR liée au fonds de roulement. Le BFR, il augmente, donc ça devient avec un signe négatif. Ça fait que je retrouve 6893. Il y a un tout petit écart par rapport au tableau précédent. C'est dû simplement au 10 de dépréciation sur les VMP. C'est pas grave, vous laissez toujours comme ça. Il y a toujours un petit écart quand il y a des VMP qui sont assimilés à de la trésorerie. Donc il faut le laisser comme ça, c'est pas gênant. Ensuite, au niveau des flux de trésorerie liés à l'investissement, ça ne change pas, c'est la même chose que les autres méthodes. Pareil pour les flux liés au financement. Alors moi, si j'avais un conseil, c'est l'examen, vous avez un tableau qui est totalement vide, comme vous pourriez avoir par exemple ODS, apprenez par cœur cette méthode-là. Elle est super simple. Vous retrouvez la CAF, la variation du BFR où il y a tout dedans en valeur brute, on ne se fatigue pas trop. Pour l'investissement, en fait, c'est un petit peu votre tableau de financement emploi ressources là, du chapitre 6. Vous retrouvez pratiquement tous les éléments, à part peut-être ici la variation qu'il faut connaître, mais à force de le faire, je pense que vous avez compris. Pareil ici, on retrouve les éléments liés au financement. Vous
Et les dividendes, c'est bien du financement, le capital, les subventions, les emprunts, c'est bien tout ça, c'est bien du financement, ça vient ici. Et mes trésoreries d'ouverture et de clôture. N'oubliez pas que la différence entre ces deux éléments doit faire ce montant-là. Et si vous additionnez ça, plus ça, vous retrouvez aussi ce montant-là. Voilà. Ensuite, il y avait une autre méthode que j'ai inventée l'année passée, enfin non, il y a 2 ans, mais qui fonctionne très bien aussi. C'est plutôt que de partir de la CAF, on peut aussi partir de l'EBE. Donc là, j'ai fait le calcul de l'EBE. Je vous mets le détail ici, hein, si vous ne savez plus le faire. Ensuite, forcément, si je pars de l'EBE, bah, je suis censé recalculer un petit peu derrière le TE, si on peut dire. Donc pour le trouver, bah, je fais la variation du BFR liée à l'exploitation. Mais attention, je le fais en valeur brute. Comme c'est une méthode qui est non normée, c'est moi qui l'ai pratiquement inventé, si on peut dire. Donc on part en valeur brute. On aboutit à ceci, le BE, moins variation du BFRE. On trouve maintenant le TE. Attention, moi je dois retomber encore une fois sur le flux et l'activité, le même qu'on a trouvé par la méthode de la CAF. Donc forcément, il va falloir rajouter les éléments qui sont compris entre l'exploitation et toute l'activité. Donc je vais rajouter ce qui n'est pas pris en compte dans le BE, les autres produits, autres charges d'exploitation, tout ce qui va être charges financières avec des éléments qui vont être décaissés ou encaissés et non calculés. Donc je ne prends pas tout ce qui est dotation ou reprise. Je retire l'impôt, la participation. Dans les charges exceptionnelles, je prends uniquement ce qui est décaissable et encaissable pour les éléments de produits exceptionnels. Il nous restera la variation du BFR liée à l'activité. Bon, en fait, on l'a déjà calculé tout à l'heure. Ça correspond à quoi? C'est le BFR lié aux opérations hors exploitation. Si on fait un bilan fonctionnel, c'est tout ce qui resterait dans le hors exploitation, sauf encore une fois les 3 fameux éléments que je ne vais plus répéter. Ça ne bouge pas pour l'investissement, ça ne bouge pas pour le financement. On retrouve la même fin de tableau. Voilà. Et je répète que l'année prochaine, dans mon cours, ce type de tableau sera déjà complété. Il faudra simplement savoir l'analyser. D'accord? Ça veut dire qu'ici, vous voyez, l'entreprise, elle a généré un EBE de 32 000, mais qui se transforme en un ETE de 13 000. Vous voyez, c'est pratiquement un tiers qui reste, un peu plus d'un tiers. Donc, ce n'est pas très, très positif pour l'entreprise, même si elle a un excédent de trésorerie d'exploitation. Ensuite, on voit que son flux de trésorerie généré par l'activité est de 8 693. Point positif, c'est qu'il est, il est positif, quoi. On a un montant qui est favorable à l'entreprise, mais il n'est insuffisant pour couvrir toutes les opérations d'investissement. Parce que l'entreprise, elle a beaucoup investi, mais peu cédé, on va dire. Donc, elle a dû se financer autrement. Bah, comment? En augmentant son capital, en émettant des emprunts, on a un petit peu remboursé, mais tout ceci était insuffisant. Et comme ça était insuffisant, bah, ça explique pourquoi l'entreprise avait une trésorerie positive à l'ouverture, mais à la fin, elle s'est retrouvée dans le rouge. On a eu une perte de 8 765 euros de trésorerie. Donc voilà. Donc, je vais m'arrêter là. En cours, on a commencé l'application numéro 2. On a déjà fait cette partie-là avec la CAF. Donc si vous voulez, vous pouvez regarder ici et essayer de le faire chez vous tranquillement. Et il fallait faire, enfin il faudra faire pour mardi, au moins à partir du résultat net ici, sachant que ces parties-là ne ça change jamais. Donc une fois que vous l'avez fait une première fois, c'est du copier-coller. Et puis aussi j'ai demandé ici par le BE pour avoir le TE. Donc là c'est une version où c'est plus ou moins libre, où vous avez un tableau blanc, à vous de le compléter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé et je vous souhaite un bon week-end.